c'était quelqu'un qui m'a menti sur sa situation amoureuse. Il était marié et il me l'a fait payer très cher en essayant de sortir avec ma sœur. C'est beau, hein, c'est magnifique. Et moi, ce qui m'a alertée, c'est cette impression de je m'aime pas assez. Et que j'avais besoin de trouver l'amour de quelqu'un d'autre pour combler le désamour que j'ai envers moi-même. Là où il faut regarder, c'est vraiment dans le corps. Le corps parle. Donc quand il y a des insomnies, des pertes d'appétit, des maux de ventre à répétition, en plus surtout là, c'est les émotions, elles se logent dans le ventre, que forcément quand tout est refoulé, ça sort pas en fait et ça reste là. À un moment donné, ça devient lourd et puis ça crée tout type de maladie. J'ai attiré à moi les bonnes personnes parce que je commence à travailler sur moi. On attire à soi ce qu'on vibre. J'avais des notions des choses que je faisais qui étaient toxiques et donc aujourd'hui je suis avec quelqu'un qui est extrêmement sain et j'ai une chance inouïe de l'avoir dans ma vie. Tout va bien, tout est stable, tout est beau, tout va bien. Et tu dois arrêter de toujours anticiper le pire. C'est dur pour ton cerveau de conscientiser que c'est plus comme avant. Tu n'es pas mal aimé, tu es peut-être aimé juste par les mauvaises personnes aussi. Bonjour et bienvenue sur le podcast À Voix Haute. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'ai invité quelqu'un au micro du podcast. C'est une jeune femme que j'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps, sur un autre podcast justement, et ses paroles m'ont assez interloquée. Elle m'a un peu scotchée sur place parce que elle revient de loin. Elle revient d'un parcours assez compliqué, d'une rupture qui l'a transformée. Et je pense que c'était intéressant aujourd'hui de la faire venir au micro, de la faire venir au podcast pour vous parler d'une rupture qui a transformé tout son intérieur, mais aussi sa vie extérieure. Alors je vous présente Alissa, bienvenue. Ouais, bonjour, merci. Et j'avoue que l'introduction est folle. Là, vraiment, je suis déjà à ça de pleurer. Vraiment, je suis émue. Je suis trop contente de t'inviter aujourd'hui parce qu'effectivement, on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps. Et je sais pas pourquoi, mais tes paroles, tes mots, la manière dont tu exprimes ce que tu as vécu, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Et je me suis dit, parce qu'après, on a eu l'occasion de se revoir après ce podcast, je me suis dit que, voilà, dernièrement, il y a beaucoup de personnes qui vivent des ruptures, qui vivent des choses très compliquées dans leur couple, qui ne savent pas trop où ils en sont. Et toi, tu as eu, on va dire, une rupture dans ta vie qui a été, assez, on va dire, transformatrice. Et j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de tout ça, si tu veux bien. Mais oui. Est-ce que tu veux déjà le contexte un petit peu à ce moment-là, j'imagine? Bah, alors à ce moment-là, bon, il faut savoir qu'on en a tous eu différentes des ruptures, alors si on doit parler de celle-là précisément, j'avais 21 ans à ce moment-là. J'étais sur la fin de ma licence, donc une fin d'un premier diplôme, que j'avais eu du mal à avoir dans le sens où c'était quand même, très difficile, j'étais en information communication, il y avait beaucoup de devoirs à rendre, je me souviens, c'était vraiment, un gros, gros rythme et puis à titre personnel, mes parents étaient en train de se séparer, ma sœur a été dans un spin pas possible à ce moment-là aussi. Donc déjà le contexte familial était très bancal et moi je galérais beaucoup, sur cette année, cette troisième et dernière année de licence où, j'avais en plus en parallèle un concours de journalisme, que je suis en train de préparer en fac, en prépa à Sciences Po Bordeaux à cette époque-là et c'était pas fameux, hein. C'était très, très dur, un peu hard, j'ai fait beaucoup de choses sur cette année-là et donc bah, cette rupture, on va dire alors déjà, bah, la personne, comment je l'ai rencontrée, bah, c'était dans le cadre d'une soirée. Donc j'étais partie, avec mon meilleur ami de l'époque, dans un bar, puis dans une boîte, plutôt gay sur Bordeaux et il y avait un barman qui lui n'était pas gay, je précise. OK. Je suis tombée sur un barman, super sympa et puis, bah, j'ai discuté avec lui au coin fumeur à un moment donné et puis, bah, en fait, fil en aiguille, le courant est bien passé et ça allait un peu trop vite. Au bout d'une semaine, j'étais déjà chez lui et puis c'était parti, quoi. Ouais, Et OK. puis, bah, l'officialisation s'est faite un peu plus tard, mais bon, voilà déjà comment ça a commencé. Aujourd'hui, rappelle-nous ton âge? J'ai 23 ans. Oui, donc c'était il y a pas si longtemps. Oui, c'est Et ça, 2023. OK. Et à ce moment-là, quand tu es avec cette personne, est-ce que tu remarques, bah, des peut-être des red flags ou des choses qui sont un petit peu en mode qui te titillent, mais sans le voir? Est-ce que tu te rends compte? Ouais, au début, je ferme un peu les yeux, tu raison. Complètement, ouais, je ferme un peu les yeux parce que, je me disais déjà qu'un barman, de son genre ne pouvait pas s'intéresser à moi. C'est dur dit comme ça, mais je dois vraiment l'admettre, je pensais pas qu'un barman, qui plaisait et qui avait cette aura, cette facilité à interagir avec le monde et moi je suis quelqu'un qui suis mine de rien un peu introverti, même si, je parais un peu faux-folle en public, je suis quelqu'un qui a un vrai monde intérieur, une grande sensibilité et donc cette personne m'épatait vraiment et donc me dire, «Je suis la copine de ce barman, dans cette boîte», c'était waouh, quoi. Et donc j'occultais complètement, les red flags, même si j'en voyais, il consommait,
consommer de la drogue, enfin pas des choses de ouf, mais ça suffisait déjà pour que ça soit pas ouf. Et puis, bah, il avait pas une hygiène de vie au top, et puis, non, puis même il avait des traumatismes très lourds, mais il fermait, les yeux sur ça et puis, rapidement, j'ai été l'infirmière de ce garçon. Ça, c'est Voilà. marrant parce que tu me parles de ça, mais quand on s'est vu bah, il y a quelques semaines et que à la fin du podcast, je t'ai dit: «C'est marrant, t'as une aura d'infirmière». C'est vrai, tu nous donnes les coulisses de la précédente interview. C'est vrai, je spoil un petit peu, mais c'est vrai que tu as une aura, en fait, un peu de tu vois, de d'infirmière. On sent que tu es très touchée, en fait, par les gens, par ce qu'ils vivent intérieurement. Tu as une capacité à ressentir, je pense et en fait, tu te positionnes peut-être un peu, de temps en temps en syndrome du sauveur, tu sais, où tu dois sauver la personne et en fait, dans ce que tu exprimais là, même là, je sens qu'à ce moment-là, en tout cas, tu voulais être choisie parce que c'était en mode tu étais impressionnée par le personnage face à toi, qui te choisisse toi, waouh et c'est ça, c'est le besoin d'être choisi donc à ce moment-là, c'est en toi, il y a tout qui s'ouvre, j'imagine et tu te donnes très rapidement, tu donnes tout, en fait. Ouais, totalement, totalement et non, mais c'est vrai que c'était une période, où je me sentais très seule aussi, je pense, donc j'avais ce besoin d'être aimée et de donner beaucoup parce que quand on n'a pas beaucoup reçu, en tout cas en termes d'affection, on a besoin d'énormément donner en espérant recevoir au moins autant et ça, c'est très, très toxique Mmh. et ça, Oui. je l'ai appris un peu trop tard, voilà. Oui, on apprend, mais on tu appris justement dans cette relation-là. On parle du couple, OK, mais moi, j'ai juste envie de parler surtout, c'était de la rupture. Quand il y a eu cette rupture, qu'est-ce que tu as ressenti, on va dire, les premières heures, les premiers jours? Est-ce que tu te souviens précisément ce que tu as Ouais, ressenti? c'était, le chaos, je pense qu'il y a pas d'autre mot. Franchement, le chaos, c'était extrêmement violent et dur, c'était un tumulte intérieur. Je me rappelle très bien du contexte. Je travaillais en saison, je me levais super tôt, j'étais au boulot à 5 heures du matin, je partais à 13 heures et je reçois un message sur le parking au moment de partir, du style, «Écoute, j'ai bien réfléchi, c'est terminé». Mais sans Comme contexte, ça? sans ouais, franchement, je me rappelle plus du message en lui-même parce que je pense que mon cerveau a occulté beaucoup de moments douloureux comme ceux-là pour me protéger aussi. Mais le message, était sans appel et là, je t'avoue que j'ai, un sentiment d'évanouissement intérieur. Tu sais, ce truc-là qui waouh, tu sais, tu arrives pas à le gérer et là, je me sens, vidée, tu sais? Et puis j'ai besoin de comprendre tout de suite. Je me dis: «Attends, je comprends pas, comment ça?» Puis j'appelle et tout et puis il décroche pas, ça rend encore plus fou. Je dis: «Attends, mais il va vraiment me laisser tomber là, franchement?» Tu sais, tu réalises là ce qui se passe. Donc là, il finit par décrocher et je lui dis: «Mais tu peux pas me faire ça, comment tu peux m'abandonner comme ça après tout ce que j'ai donné, tout ce que j'ai fait pour toi?» Enfin vraiment, j'étais mais désemparée complètement, je me rappelle et je voulais garder ma dignité donc j'ai pas pleuré au téléphone mais j'en avais vraiment besoin et envie, quoi et je l'ai supplié pour venir jusque chez moi pour qu'il y ait une discussion avec moi. C'est souvent ce qu'on fait. Ouais, Ouais, en tant que femme, on aime bien, qu'il y ait des discussions, on essaye de se voir pour essayer de réparer la chose en réalité, ouais, puis à ce moment-là, sans mentir, je voulais pas qu'on répare, je voulais juste, le récupérer à ma manière. Ça a pas marché. Ah, spoiler, grosse déception. Mais finalement, c'était la plus belle chose qu'il ait faite, c'est de partir de ma vie, pour être très honnête. Donc, si un jour il tombe sur ça, il a très bien fait. Et mine de rien, il a quand même pas si mal agi sur la fin. Il a quand même pris le temps de discuter, vraiment. Il a vraiment pris le temps de me dire que c'était pas ma faute, qu'il était pas prêt, en fait. Mmh. En vérité, je donnais beaucoup trop Mmh. et il était pas capable de recevoir, en fait, pour le OK. coup. Et je pense qu'il s'est Tu jamais attendais à cette rupture? non. Ah C'est ouais? ça le pu Ah, tu as eu c'est ça la le surprise pire. Mais vraiment? ouais, mais c'est OK. ça. Encore, tu sais, quand, tu as l'essoufflement d'amour, quand, tu Mmh. sens qu'il y a plus trop d'affection, plus trop de câlins, machin, là, tu peux te préparer. Ouais, moi je m'y Mais attendais à ma rupture, tu vois? ah ouais? Ouais, moi j'attendais, depuis des mois, je savais que ça allait se terminer et le jour où il m'a envoyé un message pour me dire, «Faut qu'on parle», je savais déjà quoi, tu vois? Et ça t'a soulagé toi, pour le coup? Heu, C'est dur ça, hein? Ouais. soulagée, en fait, ça a été après le soulagement, mais sur le coup, en fait, je pense qu'il y a mon corps qui s'est soulagé parce que bizarrement, j'ai jamais aussi bien dormi depuis qu'on avait rompu, alors que je dormais plus depuis des années, enfin des mois entiers et j'étais bourrée d'anxiolytiques et tout ça, mais on en reviendra, mais ça a été mon corps a relâché quoi et mais ça a été un effet de choc quand même. Tu sais, j'étais paradoxalement, j'étais soulagée, mais en même temps, j'étais en mode: «Non, non, non, qu'est-ce qui se passe? Mon monde s'écroule». Même si je m'y attendais, tu vois? Et c'est comme si moi, j'arrivais pas à partir, hein, c'était horrible. C'est que j'attendais vraiment qu'il le fasse et c'est lui qui l'a fait et c'est comme si, on va dire, je l'ai un peu poussé à bout sur les derniers mois de la relation pour dire: «Vas-y, fais-le, quitte-moi parce que moi j'arrive pas à partir», quoi. C'était un peu ça. Mouais.
Bah, je me retrouve un peu dans ton sommeil par contre. L'aspect sommeil, je l'ai retrouvé très rapidement parce que je pense que j'étais tellement en alerte Mmh. avec cette personne, j'étais tellement pas en sécurité et En je le savais. hypervigilance. Ouais, et donc après bon, j'ai eu les médicaments aussi qui ont fait que j'étais shootée complètement, il fallait que je dorme. Mais ouais, là, j'ai connu le vrai repos mental et physique, et j'en avais besoin, mais j'ai dormi pendant 6 mois, quoi. Enfin 6 Mmh. mois où j'ai besoin de dormir beaucoup trop, quoi. Qu'est-ce que tu as remarqué justement, quand tu es sortie de cette relation? Parce que c'est souvent ça, on se rend pas compte d'une toxicité dans une relation, je pense, la plupart du temps, tant qu'on n'en est pas sorti. Et moi, c'est vraiment ce qui m'est arrivé jusqu'à l'instant où, on va dire, j'ai, entamé une thérapie. Avant ça, je n'avais pour moi, c'était moi le problème, c'était moi la grosse personne toxique dans l'histoire, c'était moi qui avais foiré toute la relation et cetera. Il m'avait convaincue de ça, tu vois? Jusqu'à ce que je parte en thérapie et que chacun a pris sa responsabilité. Mais toi, qu'est-ce que tu as appris quand tu es sortie de cette relation? Qu'est-ce que tu as vu chez toi et que tu t'es dit: «Ouh là, ça, c'est pas guéri chez moi»? Ouais, bah, je dirais que je me retrouve un peu dans tes propos déjà, qui sont, bah, cette espèce de vide intérieur et cetera, et moi, ce qui m'a alertée, c'est cette impression de je m'aime pas assez et que j'avais besoin de trouver l'amour de quelqu'un d'autre pour combler le désamour que j'ai envers moi-même. Et l'impression d'être toujours sans cesse abandonnée parce que j'ai rarement, abandonné, enfin, j'ai rarement quitté, c'est le mot, quelqu'un, c'est plutôt l'inverse, et donc tu sais, c'est cette impression de schéma répétitif Mmh. et tu finis par te dire: «Mais attendez, la conclusion est forcément que le problème vient de moi». Donc la déduction, c'est moi qui l'ai faite, on m'a jamais dit ouvertement: «Tu es un problème» et cetera. Mais c'était peut-être des phrases un peu insidieuses du style, «Tu fais trop» Mmh. ou «Tu fais ça, il faudrait pas» ou machin, tu vois? Et donc tu finis par te dire: «Ah ouais, bah, d'accord, je suis pas une bonne personne» ou Exactement ça. tu Mmh. finis comme ça. Exactement ça. C'était, moi, j'avais cette sensation effectivement dans la relation d'avoir été une personne qui en demandait trop et qui était trop tout simplement trop sensible, trop tout en fait et lui, pas du tout dans un canal aussi de réceptivité ou d'écoute, vis-à-vis de ma situation parce qu'à l'époque, c'était la dépression pour moi, c'était beaucoup d'anxiété, j'étais en plein deuil aussi. J'avais vraiment l'impression que je devais jamais, du coup, me montrer telle que j'étais. Donc j'ai appris à me refermer dans cette coquille et finalement, bah, je me suis perdue un peu là-dedans, dans cette armure parce que je me reconnaissais plus. À la fin de la relation, même moi, je disais aux gens: «Je sais même pas me regarder dans un miroir, je ne sais pas qui je suis». Parce qu'à force, j'ai l'impression d'être un gros caméléon qui prenait tout plein de personnalités différentes et mais tu sais, sans contrôler. C'était vraiment quelque chose qui avait le dessus sur moi et qui comme une sorte de poison, tu vois? Et ouais, je m'en suis rendu compte après forcément et puis voilà, la rupture, c'est vrai que c'est toujours un moment enfin, moi, j'ai l'impression que le jour où c'est arrivé, j'ai vraiment eu l'impression que le monde s'était arrêté. Tu sais, comme une sorte d'espace-temps où il y avait plus rien qui existait. C'était bizarre comme un je me souviens, moi, j'étais dans ma voiture quand, ça s'est passé parce qu'on vivait à distance OK, je savais qu'on allait s'appeler donc je pouvais pas rester chez moi parce que j'avais pas envie que les gens, dans Mmh. ma famille écoutent, ce qui se passait parce qu'à l'époque, j'étais chez ma famille. J'ai pris ma voiture, je suis partie et je savais et j'ai vraiment quand il m'a dit: «Bon, c'est terminé» et cetera, j'étais en mode il y avait plus rien autour, c'était trop bizarre. Je sais pas, vraiment une sensation de tout s'arrête, tu vois? C'est un peu ça, le sentiment de pause. Ouais, j'avoue que c'était un moment de suspens dans le temps, mais rapidement, j'ai ressenti, tu sais, une grosse pierre dans le cœur, quoi. Vraiment un poids immense, et à ce moment-là, j'ai voulu en finir, sérieusement, et j'ai eu le bon réflexe d'appeler mon meilleur ami, en pleurs absolus, en panique complètement. Donc le meilleur ami à l'époque, qui m'a fait rencontrer, cet univers-là. Il a eu le bon réflexe d'appeler mes proches rapidement parce qu'il avait leur contact, et mon père est venu, en trombe, il était parti en week-end, il est venu me chercher et m'a amené avec lui en week-end. Oh waouh, Ouais. OK. Ouais, ouais, là, à ce moment-là, mon père a été, extrêmement, présent pour moi. Ma mère et ma sœur n'étaient pas là, elles étaient déjà au Canada. Mais bon, je savais qu'elle pensait à moi, mais mon père a été physiquement présent et heureusement qu'il était là. Franchement, Tu avais besoin, ouais, là, j'avais besoin d'être entourée, j'avais besoin d'être vraiment aimée pour qui j'étais, et me montrer avec, bah, toute cette peine, quoi. Parce que pour moi, là, mon monde s'arrêtait complètement parce que le contexte, c'était que j'avais fini mes études et j'étais pas sûre de faire un master. Je savais pas où j'allais, ce que j'avais envie de faire. J'étais complètement perdue dans ma vie. Donc si tu veux, c'était pas le dernier pilier qui me restait, mais presque, quoi. ton monde tournait autour de lui, en fait. Ça avait fini par l'être, ouais. Ouais. Ça avait fini par l'être parce que, il était et il représentait tout ce que je n'étais pas.
Ouais, ouais. Et ça, j'avoue que j'ai toujours été attirée par des gens qui sont pas à l'opposé de moi, mais presque, en fait. Parce que, tu sais, quand tu as presque une détestation pour ta personne, tu te dis: «Attends, mais cette personne est incroyable, c'est l'opposé de moi. Elle se prend pas la tête, elle vit, elle réfléchit pas, elle fait des choses de fou et moi, je ne me l'autorise pas parce que mais attends, mais mon cerveau part à 10 000 pour juste un petit message, quoi». Mmh. Voilà, donc c'est tout un truc. Bah, c'est le schéma récurrent, je pense, aujourd'hui dans toutes les personnes que je vois et qui me contactent, c'est le schéma de l'anxieux et de l'évitant aussi qu'on voit souvent. Donc une personne un peu dépendante, un peu, tu vois, qui a peur de se faire abandonner, qui veut être choisie, qui veut prouver, qui veut tous ces trucs-là. On développe comme une sorte de je sais pas, comme une énergie qui veut prouver, sans cesse et qui veut être choisie, donc forcément, on va s'intéresser à des personnes qui ne s'intéressent pas à nous. Moi, j'étais Ouais. dans ce schéma de fou, en fait, quand je suis sortie de la relation. C'est là que je m'en suis rendu compte. Pourquoi j'étais toujours attirée par une polarité extrême de moi, alors que je sais pertinemment que ces personnes-là ne sont pas disponibles, ne vont jamais on va dire, s'engager avec moi, ne vont jamais répondre en plus à mes propres besoins. Parce qu'il faut bien dire, c'est que c'est aussi 2 besoins complètement différents et l'un et l'autre, on s'écrase comme ça. On est des aimants et on se fait mal, quoi. On se frite. Et en fait, quand tu fais un peu quand tu fais le tri et quand tu commences à les regarder en dessous, oui, tu vois une blessure de l'abandon, tu vois une blessure du père, tu vois une blessure de la mère aussi qui est là. Et puis parfois, il y a aussi toutes les relations, on va dire, qu'il y a eu, dans l'adolescence aussi avec, les premiers amours, les premières trahisons, les premiers mensonges qui arrivent et qui viennent encore plus mettre de piment là-dessus. Puis à un moment donné, ça crée comme un profil. Après, attention, parce que les attachements, moi j'aime bien dire que c'est pas quelque chose de définitif en soi, on oscille. Moi, je sais que je peux osciller en fonction de qui est là en face de moi, quelle énergie il y a là. Je sais que mon énergie va répondre selon à ça, selon un évitant ou selon un anxieux. Mais on reste pas évitant, on reste pas anxieux et c'est pas un problème en soi. Je pense qu'il faut juste, déjà comprendre que c'est un travail intérieur, il faut revenir à soi. Et toi, du coup, à ce moment-là, tu savais que tu avais besoin d'aide? Tu savais que là, c'était quand même hyper important parce que si tu avais des pensées qui étaient, très sombres, où tu te disais: «Punaise, je vais en finir», c'est quand même des pensées, qu'il faut prendre au sérieux et ça, je tiens à le dire, il faut le prendre au sérieux. Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Bah, enfin, pour le petit contexte, en vérité, je pense que c'est pas la rupture en elle-même qui a voulu que je m'arrête, je parte, définitivement, mais c'est plus, tu sais, un trop-plein. Et Ouais. là, c'était la goutte d'eau et c'était l'impression que lui aussi est parti, tu sais? C'est l'impression de: «Ah non, je l'ai déjà subi, c'est bon, je peux plus». J'étais là à me dire: «Mais ça va s'arrêter quand?» Tu sais? Tu l'impression que tu donnes tout et ça se répète. Donc là, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je suis partie avec mon père et il m'a contraint d'aller voir un médecin parce que, bah, j'étais au travail, hein, j'étais, en saison et donc il fallait bien que je sois arrêtée parce que j'étais pas dans un état mental pour y aller, dans le sens où j'étais complètement au fond, du seau et c'est pas que la rupture, encore une fois, c'est vraiment un trop plein de beaucoup de choses et ça, c'était vraiment, l'élément de trop qui m'a prouvé qu'il fallait que je prenne du temps pour moi. Donc là, on j'ai repris du temps pour moi, je me suis arrêtée 2 semaines et là, j'ai pris les bonnes décisions. On va dire que là, je me suis lancée dans le grand bain. À l'époque, mon meilleur ami, m'avait dit: «Écoute, ton rêve, ça a toujours été d'être à Paris. Vas-y». Et il a tellement bien fait et aujourd'hui, on n'est plus du tout en contact et c'était une personne très bien, très bienveillante sur plein d'aspects dans ma vie. Donc si un jour il regarde ça, je le remercie et donc grâce à lui, j'ai réussi en partie à aller à Paris et donc là, j'ai fait un master, que j'ai eu, cette année seulement du coup. Je me suis lancée dans une suite d'études, en parallèle, je me faisais suivre du coup psychologiquement. Je me suis vraiment pris en main et j'ai pensé à moi. Tu as été voir quel type d'accompagnateur pour Ouais, le mental? d'abord un psy, le Mmh. truc classique, on va dire avoir un psychologue, surtout la psychiatrie, j'avais pas envie. J'avais pas envie d'un psychiatre qui allait vraiment trop me médicamenter. Pour moi, c'était un peu cliché, je voulais pas tomber là-dedans, donc pas de psychiatre, donc psychologue. J'avoue que j'ai fait 2 3 mois, je me suis dit: «Bon, on va essayer machin», mais en fait, ça m'a pas trop convaincue pour être honnête, puis c'était très cher sur Paris, Pourquoi? j'avais pas les moyens. Beh, je j'accrochais pas trop avec cette femme. Tu sais, j'avais l'impression que je pouvais pas tout lui dire ou elle allait pas me juger, tu sais? Mais je me sens pas safe du tout. Ouais, Pas plus que ça. Enfin, pour moi, quand tu vas voir un psychologue, tu es capable de tout lui dire, même les choses qui sont les plus honteuses et compliquées pour toi à avouer. Là, je pouvais pas. En tout cas, je me mettais un blocage et j'étais pas capable de lui dire. Donc j'ai assez rapidement arrêté et je me suis tournée vers, quelque chose un peu moins terre à terre justement, un côté un peu plus ésotérique. Donc ça s'appelle de l'éthiothérapie. On va dire que c'est une reconnexion entre,
la tête et le reste du corps, on va dire, Mmh. pour le faire de manière extrêmement, large, un OK. peu simple. Et ça t'a aidé? Qu'est-ce que tu as découvert sur toi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton process? Bah, beaucoup de choses, c'est waouh, en 2 ans, il s'est passé tellement de choses. Je pense qu'en fait, je me suis autorisée à vivre à partir du moment où je suis partie à Paris. C'est dingue, mais j'ai commencé à me connaître vraiment, qui j'étais et je me suis un peu perdue aussi, je dois le dire. Je me suis un peu perdue dans cette reconquête, de se retrouver soi. Mmh. Tout Heu, le monde se perd à un moment donné. ouais, bah, je sortais beaucoup, je sortais beaucoup trop, bon, je buvais pas, je consommais pas, mais tu sais, cette impression, tu as envie de fuir ton univers, tu as envie de fuir Ouais, ton monde. 100 mon Dieu. Ouais, puis tu veux pas dormir non plus parce que tu sais, c'est ces trucs, tu éveillé, tu vis, puis tu veux vérifier que tu vis encore vraiment, que tu te sens vivre, donc tu vas écouter du son qui tape très fort, du genre de la techno. Ah bah tiens, on va en parler ça, oui ça. Ouais, Parce que ça a été mon lifestyle aussi pendant une dizaine d'années et j'avoue que personne n'aurait pu imaginer que derrière je tapais une dépression, que ça il y avait rien qui allait dans ma vie. Mais ouais, la techno a été un échappatoire, à plusieurs reprises. Alors ça m'a aidée à un moment donné, évidemment, je ne cracherai la jamais sur tout ce qui s'est passé, mais je sais qu'il y a eu une période, surtout 2022, où bah, ça m'a vraiment ça a été un échappatoire, mais pas dans le bon sens, quoi, tu vois? Ça a été vraiment, dès que j'avais une petite goutte de stress, dès que j'avais un peu d'anxiété ou quoi, je pensais direct à la prochaine soirée et tout de suite ça se calmait comme vraiment ça me donnait cet effet de calmant, comme si je prenais de la drogue, quoi. C'était vraiment ça et du coup, j'ai même orienté ma voie professionnelle là-dedans, le fait de venir travailler dans l'événementiel et voilà, de me mettre tous les week-ends du jeudi et les week-ends, c'était du jeudi au lundi soir, bah, il y avait tous les afters, il y avait tous les trucs. En fait, ça m'anesthésiait l'esprit et en fait, quand j'ai commencé à réellement guérir, j'ai senti qu'il y avait, une version de moi qui me disait: «Mais en fait, ça, c'est pas aligné Morgane. Là, tu peux plus continuer à rester autour de gens qui, en plus, enfin, très sincèrement, vont très mal». C'était surtout ça. Moi, je me rendais compte de l'environnement. Je me disais: «Mais tu peux pas continuer dans un environnement comme ça. Ça peut te faire du bien». Je dis pas, faut lâcher prise, évidemment qu'il faut lâcher prise de temps en temps. Mais en fait, quand moi, c'était tous les week-ends, 365 jours dans l'année, enfin, c'était tous les week-ends pendant des années et des années. Et puis après, ben, il a fallu, mettre un terme à tout ça. Ça a été aussi une grosse décision de ma vie de me dire: «OK, on recommence tout». Ouah, c'était dur, c'était vraiment dur. Mais bref, donc tu parlais de la musique techno et ouais. bien sûr, pour moi aussi, c'était un échappatoire et je pense que, bah, pour toi aussi du coup? Ouais, ça l'est devenu, parce que, j'ai pensé à ça récemment. En fait, le bruit très fort, Ouais. c'était comme pour faire taire les mots que tu te disais aussi. C'est fou, hein? Cette impression que tu es dans un univers où, les gens sont bienveillants, faut quand même l'admettre, honnêtement, Oui, oui. beaucoup plus que dans Ah mais l'univers, grave. assez hétéro branché, soirée Mmh. parisienne classique. Ah vraiment. Là, le regard sur les femmes n'a rien à voir, en tout cas, ça, c'est ma perception, mon ressenti. Je me suis jamais sentie aussi safe que dans une soirée techno, même si des gens consomment, faut bien l'admettre aussi. Oui, oui, Mais ils oui. sont dans leur gestion propre, tu vois? Tu pas cette impression de tu dois gérer un truc, tu pas safe. Donc ça a été une thérapie aussi en partie, puis ça a été de rencontrer du monde aussi. Je me Ouais. suis autorisée à être avec du monde, au début avec des relations très superficielles parce que, bah, l'univers, musical, l'univers des soirées, c'est pas Très spécial. superficiel, c'est ça en fait, à Ouais, un moment donné, on arrive à une limite où tu dis: «Il y a un truc qui va pas, quoi». ouais et donc ben, ça m'a pas trop plu à un moment et puis après, beh, j'ai recommencé à avoir mes relations, plus ou moins amoureuses, plus ou moins défectueuses surtout. Et plus Que les vagues qui se répètent. voilà, non mais c'était pas les mêmes. Là, on était sur un autre level, un peu dingue là. Là, on était sur autre chose donc si on parle de soirée techno, j'ai rencontré à ce moment-là, bah, sur ma toute première soirée techno, je me rappelle encore de la date, c'était le 23, février 2024. OK. C'est quand même fort, hein. C'est quand même beau! Les dates en tête. C'est ouais, je l'ai bien en tête celle-là et j'ai rencontré, bah, pour la première fois, un partenaire, pompier de Paris, enfin qui est devenu mon partenaire à un moment et là, c'était le début, d'une ouverture sur le monde un peu différente, on va dire. Parce que du coup, j'ai côtoyé un monde qui était pas le mien et je me suis autorisée à voir beaucoup de gens, parce que, bah, les pompiers, ils sont quand même en bande, tu as beaucoup de gens entre eux et cetera, donc bon, j'ai commencé à sortir un peu plus, de ma zone de confort aussi. Mmh. Et cette relation, qu'est-ce qu'elle t'a apprise? Waouh! Alors celle-là, c'était pas la meilleure non plus, hein, c'était pas la meilleure, je toi-même tu sais, on s'est tout dit en off. On va pas donner le nom de la personne parce que bon voilà, Non. mais non, alors qu'est-ce qu'elle m'a apprise? Bah, déjà que j'étais quelqu'un d'unique et que je méritais d'être aimée pour qui j'étais, que j'avais des limites et que je devais les respecter et que, j'étais quelqu'un de respecté et respectable et qu'il fallait vraiment que,
je sois capable de dire ce que je pense et ressens. Parce que cette personne m'a fait tourner en bourrique, mais pendant des mois, quoi. C'était une personne, instable, donc si je dois te donner un peu le topo, c'était quelqu'un qui m'a menti sur sa situation, amoureuse. Il était marié et je l'ai pas su, bien sûr, tu te doutes. Je ne Bah pouvais non, pas aller, en sachant ça, quoi. c'est marrant ça. Ouais. Voilà, donc je le rencontre, une fois que, bah, on commence à vraiment se fréquenter, il m'avoue ça, il me dit: «J'ai même des enfants» et donc là, tu te dis: «Mais non». Là, tu pouvais pas en plus, je pouvais pas le Et là, les auditeurs, les auditrices: «Balance le nom! Balance!» oh non, on m'a donné juste la caserne, non, je rigole. Non, non, non. Mais non, non, donc là, il m'avait informé sur sa situation et puis, bah, moi, déjà quand même très piquée, je lui dis: «Bah, c'est pas grave, tu sais?» Puis j'étais là: «Ah mais tu veux divorcer?» Mais donc pas de souci, je te soutiens. Puis tu sais, il m'avait touchée avec son discours, il était là: «Non mais j'ai beaucoup souffert et cetera, j'ai enfin voilà, j'ai beaucoup pris sur moi» et puis tu sais, il avait ce côté paternel, tu sais, un peu rassurant aussi, il faut bien l'admettre, qu'il avait des enfants et toi qui te projettes, tu vas être maman aussi, tu dis: «Ah, c'est pas pied guidé, vraiment sachez le pied guidé, pas du tout, ne pas se projeter avec ce genre de personnes et à un moment donné, j'en ai eu marre et je lui ai fait plus ou moins comprendre et après, bah, j'ai fréquenté d'autres garçons et il me l'a fait payer très cher. Il me l'a fait payer très cher en essayant de sortir avec ma sœur. C'est beau, hein, c'est magnifique. C'est magnifique. Non, il m'avait pas dit ça. Non, ça avait pas dit ça, j'avais pas encore dit. On apprend les belles choses. Là, on est plus en off, là. Ouais, non, là, c'était un autre level. Donc là, tu touches à l'aspect familial et donc toi, tu sais, en termes de confiance en toi, tu te dis: «Ah non». Puis là, ça va retoucher des trucs encore plus profonds. Avec ta sœur, tu étais en rivalité pendant des années parce que, tes parents avaient un amour différent avec toi Mmh. qu'avec ta sœur. Tout un process, tout un truc s'est déclenché en moi donc Et ouais, ça encore dans le même schéma de «je veux être choisie», quoi. ouais. C'est vraiment, le truc qui revient, quoi. Waouh, purée! Oh là, mais même moi, ça m'a là, le cœur, il m'avait ouh! Et Mais pour être choisie, beh, je donnais beaucoup trop. ouais. De mon argent, de mon temps, ma disponibilité. Je repoussais toutes mes limites, jusqu'à ne plus me respecter et là, j'ai dit que c'était pas possible et j'ai, fini par lui dire un non, à un moment donné définitivement et c'est quelqu'un de très manipulateur, qui est, je pense presque pervers narcissique, même si ce mot est trop entendu. Je pense honnêtement avec tout ce qu'il m'a fait subir, sans rentrer dans tous les détails, Mmh. il est dans cette tranche-là et il avait cette fâcheuse tendance de revenir vers moi quand je me mettais en couple avec quelqu'un et Ouais, ouais, en plus, c'est très cette énergétique, je trouve, hein. Ils savent pas, mais ils savent ouais, énergétiquement. Mmh. totalement, totalement, enfin, il est très, très fort, sur beaucoup de choses. Il me connaissait très bien sans le savoir, il avait tout perçu de moi et c'était ça qui me bluffait aussi. C'était très impressionnant, quelqu'un qui parle pas beaucoup mais qui sent tout, c'était quelque chose qui me fascinait beaucoup et bah, j'ai fini par lui dire non, définitivement et j'étais très fière de ça, d'être capable de lui dire non Mais tu définitivement. m'étonnes. Ouais, parce que ça a été une vraie emprise, hein. Ah ouais, ouais, Un an sous la sous emprise de cet homme-là, ma vie était pas en pause con avec lui, mais presque, en fait. en fait, avec quelqu'un qui soit pervers narcissique, pervers ou narcissique ou peu importe dans ces cases-là, qui coche en tout cas des cases de perversion, en fait, on pense toujours que le pire, c'est pendant la relation, le pire, c'est après. Ouais. C'est après la rupture, c'est aussi toute l'emprise qu'ils ont et c'est ce qu'ils continuent de faire après. Moi, j'accompagne des personnes, c'est lourd, hein, c'est quelque chose, c'est particulier, hein, comme process aussi, mais j'accompagne des femmes qui se sortent d'emprise, narcissique et pervers. C'est des choses vraiment même moi, je me dis: «Punaise, comment l'humain peut penser à une telle perversion?» tu vois? Parfois et c'est fou, en fait. Je trouve qu'en plus, chez ce genre de femmes, c'est souvent vous avez le soleil dans le cœur. C'est vous avez une énergie très solaire et très, enfin, vous allez équilibrer tout ce qu'il y a autour de vous, vous allez réchauffer les gens et en fait, ils se servent de ça, mais complètement, ils vous bouffent, ils vous éteignent votre lumière, quoi. C'est un peu ce sentiment que je vois à chaque fois et vraiment ça me enfin, je me dis parfois, je me dis: «C'est l'humain, il peut être très cruel» et effectivement, donc là, dans ce cas-là, Ouais, bah, il a rallumé cette lumière et cette joie dans mon cœur, justement, au moment où je l'ai rencontré et du coup, je me suis dit: «Waouh, un peu de lumière, un peu de beauté, un peu de tout ça». souvent ça en plus, hein. Ouais et après, il a éteint ma lumière, mais vraiment, aussi rapidement qu'il me l'avait allumée, finalement, hein. C'est franchement, c'était impressionnant. Et quand j'ai réussi à sortir de cette emprise, franchement, c'est ma plus belle victoire, dans mes relations amoureuses. Mais encore aujourd'hui, je dois bien admettre qu'il y a beaucoup de séquelles de cette relation. Ouais. Du style, tu sais, des lapins sur un lapin qui te posent en te disant, «J'arrive ce soir», puis en fait, il arrive pas. Tu attends des heures, des heures, des heures, mais presque 48 heures de remis, quoi. Et puis tu appelles et puis il fait: «Ah, je suis désolé, je suis en intervention» et tu te dis: «Non mais attends, le niveau d'irrespect, quoi». Puis tu sais, en plus, le pire, c'est qu'on n'était pas officiellement vraiment ensemble donc et puis j'étais en pâte et puis je me disais: «Mais encore une fois, un mec comme lui s'intéresse à moi» et j'étais là: Ouais.
Non, mais donc du coup, ah non, mais je comprends, puis tu sais et donc tu te respectes pas tout le long, tu es là: «Ah non, mais je comprends, il y a pas de problème», alors que bien sûr que s'il y en a un problème, tu vas pas respecter. Donc non, non, franchement, cette relation, elle m'a appris ce qu'il fallait que je me choisisse. Là, à ce moment-là, Ouais, ça a été le déclic quand même? ouais, T'avais eu des symptômes, genre même dans ton corps ou quoi, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas? hem, je crois pas avec lui, avec le l'avant-dernier en date, ouais, OK. ouais. Quel genre de symptômes t'avais pu avoir pour, contextualiser, pour, aussi des personnes qui se demandent si elles sont dans une relation qui est peut-être toxique, tu vois? Est-ce que tu avais des choses dans ton corps qui te parlaient? Mmh. Alors le dernier en date avec qui ça s'est pas bien passé et j'ai bien fait d'arrêter aussi. Là, cette personne, j'ai rompu et j'ai fait le choix de partir parce qu'il me trompait, me mentait Mmh. et je l'ai compris et il me mentait délibérément dans les yeux en plus. C'est ça qui est fou, c'est même sur le vif, tu pas capable d'avouer quoi. Tu parles à un enfant de 5 ans qui est recroquevillé au fond de lui, enfin lunaire. Franchement, la scène est folle. Hem et non, alors avec cette personne, déjà pendant les rapports intimes, je dirais que j'étais pas moi, j'étais pas là, Mmh. physiquement présente. Tu sais, l'âme était pas dans ton corps, clairement, enfin, je me sentais pas présente. Je faisais du vaginisme à un moment donné, donc pour ceux qui savent pas, c'est, on va dire des contractions involontaires de votre, vagin, en gros. Et donc quand, tout un acte sexuel, simple, finalement, peut être un enfer. C'est-à-dire que le vagin est contracté et impossible de faire ce enfin, même avec les stimulations et cetera, enfin, vous pouvez y passer des heures. Ouais, ouais. Le corps te disait non, en fait. Ah oui, Ça, oui, non, c'est mais il y avait pas moyen de passer, mais même, dans le cadre classique de mettre un tampon, c'était pas possible. Quelque chose d'aussi petit qu'un tampon n'était pas possible. C'est c'est une dingue, hein. partie tellement, tu sais, qui a été peut-être, mal gérée à un moment donné et j'ai tellement donné aussi de ma personne et cetera que, bah, là, c'était, non, mais il faut se protéger, quoi. Là, il faut plus rien, faut plus personne rentre dans ta vie, là, c'est pas possible. C'est dingue, hein, parce que ça, en plus, nous, ouais, notre, on va dire, l'organe, reproducteur et cetera, tout en tout cas, toute cette zone ici, elle parle énormément quand, on a un partenaire, entre guillemets, «avec qui ça matche pas». Parce que toute notre énergie aussi est centrée là, notre énergie sexuelle et forcément, si ça matche pas avec la personne en face, vous allez vite le ressentir. Moi, avec mon ex, du coup, j'ai eu, des infections urinaires, mais graves, donc des cystites qui se sont aggravées. J'avais jamais fait d'infection urinaire de ma vie. Enfin, quelques-unes, mais c'était pas des choses, trop graves, quoi, je veux dire. Mais là, c'est j'ai fini 3 fois aux urgences, 3 fois à l'hôpital et à prendre des en fait, un traitement sur du long terme, sur 1 an total. Il y avait plus rien qui fonctionnait. Enfin, c'était vraiment mon corps me disait: «C'est pas possible, en fait». C'était pas possible d'avoir cette personne dans ma vie et ouais, ça a été un combat avec mes infections urinaires, mais en avoir même la peur d'avoir un rapport avec lui parce que je me disais: «Bon, bah, demain, j'ai encore une infection». C'est à chaque fois, c'était ça. Et 3 fois, ça s'est terminé, ça a infecté tous les reins, où j'ai terminé du coup aux urgences, en plus à chaque fois à l'étranger puisque je ne vivais pas en France et du coup, c'était trop bien en plein covid Ça devait aussi. coûter super cher aussi. Bah, ça va, j'ai une assurance, Ah internationale, ouais. mais c'est surtout que quand tu arrives dans un pays où tu parles pas la langue et que tu es soigné par bah, en fait, tu sais, la santé à l'étranger, c'est pas la même chose, tu vois? Tu te dis: «Qu'est-ce qu'on va me foutre?» et une fois, on m'a foutu un antibiotique et j'ai fait une allergie, donc je peux te dire, j'ai refini aux urgences, mais mon Dieu. Donc tout ça pour dire, en fait, le corps parle et à partir du moment où cette personne est partie de ma vie, je n'ai plus d'infection. Sauf quand j'ai des pics de stress, quand je sens que ma vessie commence à me brûler, je sais que, à mon avis, là, j'ai un pic d'anxiété. Mon corps me parle et c'est ça que je voulais en venir, c'est que là, en fait, toi, avec le vaginisme, c'est la même chose. Ton corps te disait, en fait, cette personne, elle ne rentre pas dans ton énergie, tu vois? De Ouais, manière générale, non mais c'est totalement et au-delà de ça, j'ai même eu des vaginoses, donc ça, c'est encore autre chose. C'est un on va dire, tu sais, un dérèglement, du mmh, pH, on va dire, pour faire simple. Donc c'est on va dire que, bah, la flore, vaginale était pas stable. Ouais, et donc mmh mh. des non, tu étais pas à l'aise avec la personne. Enfin, vraiment tout pour te contraindre à ne plus avoir cette intimité, en fait, presque. Ouais. Et au-delà de ça, j'avais du mal à dormir. Le sommeil était pas réparateur, toujours sur le qui-vive mentalement, toujours en stress et maux de ventre. Beaucoup de maux de ventre et j'en ai même été malade, physiquement malade, j'étais allée faire des prises de sang, échographie et compagnie parce que, j'avais l'impression que j'avais un ulcère, un truc de ouf, quoi. Franchement. Le Et ventre quand il qui est baisait. parti, comme tu dis, il est parti mais quelque chose s'est apaisé pour le coup. C'était, une libération que cette personne s'en aille. C'est dingue quand même, hein, parce que moi, j'avais pas du tout conscience avant de ça, du rapport entre le corps et l'esprit et ce que notre corps envoyait, comme message au fur et à mesure. Mais c'est vrai que moi, ça s'est aggravé de mois en mois. Ma santé prenait vraiment enfin, je pense que ton système nerveux, il est tellement toujours aussi en hypervigilance que
tu plus d'énergie pour fournir aussi tes organes vitaux. Donc à ce moment-là, ça se dégrade aussi de l'intérieur parce que tu es toujours en hypervigilance, tu es toujours en mode: «Est-ce qu'il va m'écrire? Est-ce que putain, est-ce qu'on va se voir? Est-ce qu'on va faire ça? Bon, est-ce qu'il m'aime?» Et tu vois, tu te poses toutes ces Mmh. questions-là à longueur de temps. Déjà là, il y a un petit souci. C'est pas forcément contre lui, mais c'est aussi avec toi, tu vois? À ce moment-là, est-ce que pourquoi tu projettes autant? Pourquoi tu es autant dans cette hypervigilance? Et je pense qu'il faut apprendre à se recentrer. Bon, ça prend du temps évidemment et ça demande beaucoup de je vais dire beaucoup de temps et d'énergie, mais là-dessus, le corps, en fait, à un moment donné, il se dégradait et moi vraiment, mais quand je regarde les photos de moi de 2022-2023, je ne me reconnais pas. Ouais, sur le Pourtant, je suis visage, la tu veux même dire? personne, mais je ouais, je Ouais, tu là, pas la même lumière, c'est ça? Tu ouais, tu souris pas de la même façon, ouais, mon regard, il était éteint, ouais, je vois ce que mais tu veux dire, ça me éteint. Mon visage était ouais. retombé. Même quand je souriais, qu'il y avait des photos, des vidéos qui tournent ou quoi, en fait, je sentais j'avais l'impression que quand je les C'est pas toi, regarde, ouais, ce n'est pas moi. J'ai ouais. fait une dissociation, genre vraiment, comment j'ai pu, me laisser autant tomber? Même mes épaules, elles étaient recroquevillées. J'étais en fait, toute la posture, en fait, c'était je voulais me protéger, tu vois? Tu sentais qu'il y avait quelque chose qui me parlait à ce niveau-là et le regard, il était vide et bref, tout ça pour dire que là où il faut regarder, c'est vraiment dans le corps. Le corps parle, donc quand il y a des insomnies, des pertes d'appétit, des maux de ventre à répétition, en plus, surtout là, c'est les émotions, elles se logent Ouais. dans le ventre, dans le plexus, dans tous les organes, de l'estomac et tout ça, du foie et cetera, donc forcément, quand tout est refoulé, ça sort pas, en fait et ça reste là. À un moment donné, ça devient lourd et puis ça crée tout type de maladie. Aujourd'hui, moi, désolée, je suis convaincue à 98 que toutes les maladies qu'on contracte viennent en partie de notre mental et viennent de plein de Mmh. choses qu'on a refoulées, qui ne circulent pas tout simplement et voilà, c'est que mon avis, mais ça en a démontré plus en tout cas dans ma vie, ça a démontré beaucoup de choses et dans la vie des gens que j'ai autour de moi. Hem, Ça fait donc presque 3 ans que j'ai entamé une thérapie, vraiment très profonde et que j'ai commencé à guérir. Je suis plus malade. Je touche, y a pas de bois. Tiens, je touche du sol, j'entends. Voilà, je touche du spinge entre guillemets, mais je ne suis presque plus malade et j'ai plus du tout de gros problèmes comme j'avais avant, il y a quelques années. J'ai vraiment eu des maladies graves et tout ça donc voilà quoi, le corps quoi, il parle. Je sais Ouais. pas si, toi aujourd'hui tu en as conscience mais Ouais, si, j'en ai un peu plus conscience et grâce à toutes ces thérapies, grâce à cette introspection aussi, tu arrives à aussi sentir, quand est-ce que, bah, tu sens que ça va pas bien se passer ou qu'est-ce qu'il faut que tu comment dire? Que tu quel réglage tu dois faire dans ta vie pour vraiment que les choses se remettent bien en place et le plus important, c'est de rester connecté à soi et j'avoue que pendant ces périodes-là, je n'étais plus moi-même, plus connectée à moi et aujourd'hui, maintenant, je sais un peu plus quand même. ouais. J'avais une question, vis-à-vis du coup de la rupture. Je pense que ça a réveillé donc forcément une rupture, il y a un deuil à faire, il y a beaucoup de choses à traverser, on le sait bien, mais je pense qu'à ce moment-là et surtout au fur et à mesure de tes ruptures, il y a beaucoup plus qui s'est réveillé et je pense qu'il y a ton passé de manière générale, tes blessures se sont réveillées. Est-ce que tu as conscience et qu'est-ce que tu as découvert à travers ça? Ouais, tout à fait. Je partage complètement. Je dirais que, bah, déjà, la plupart des traumatismes, à mon sens aussi, viennent de l'enfance. Donc je pense que c'est aussi, la révélation de choses qui n'ont pas été guéries ou c'est l'impression que c'était normalement, bien géré. En tout cas, quand tu es reconfronté à une situation aussi compliquée, bah, telle que la rupture, un deuil amoureux ou amical, amoureux, moi, ça m'a toujours fait plus de mal. Pas que l'amitié, c'est pas important pour moi, mais il y a cette proximité, cette intimité, cette façon de te dévoiler à l'autre qui est inégalable à l'amitié. Donc même si je partage beaucoup avec des amis très proches, ça sera jamais pareil. La rupture sera jamais la même. Donc je dirais que, c'est cette peur de l'abandon qui m'a jamais quittée. C'est presque une création de la peur de la trahison aussi maintenant qui est devenue très forte. Le rejet va mieux. C'était dur un temps. Moi, c'est le rejet cette année, punaise! Ah ouais, non, moi ça va mieux là-dessus. J'essaye de me dire, j'ai toujours peur de déplaire, ça c'est vrai. J'essaye toujours de me montrer sur mon meilleur jour et de pas montrer mes failles, pour que les gens m'apprécient. J'ai toujours peur de pas être aimée, ça c'est vrai. Mais globalement ça va mieux. Donc non, on va dire que cette rupture, elle m'a prouvé sur tout et m'a remonté toutes mes insécurités. Ouais. Toutes ces peurs que j'avais enfouies et que je pensais avoir gérées, notamment l'abandon, trahison. Et ce désamour que je me suis toujours porté. Ce temps que je me suis jamais accordé vraiment. Quand tu t'es découverte un peu comme ça à nu, tu sais, quand tu découvres et que tu te rends compte que tu es dépendante, que tu as peur de l'abandon, tu as peur d'être trahie, que tout ça crée aussi des scénarios qui font que ça continue encore et encore. Ça t'a fait quoi? Franchement, je me suis détestée encore plus Mmh. et je me suis dit que j'étais encore un problème et Mmh. je me suis surtout dit: «Je suis toxique»
Et donc là, du coup, je voulais occulter toute cette toxicité parce que j'en avais donc conscience. Il y a des gens qui sont toxiques mais ils ne le savent pas ou ne veulent pas se l'avouer. On l'est tous. Voilà. On est tous sains comme on est tous toxiques aussi, tu vois? Ouais, 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 c'est sûr. Mais en tout cas, j'avais les notions des choses que je faisais qui étaient toxiques et donc aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qui est extrêmement sain et j'ai une chance inouïe de l'avoir dans ma vie. Et en fait, du coup, tu as l'impression d'être toxique pour l'autre et ça, pour moi, c'est la chose la plus dure aujourd'hui, c'est de réajuster des choses que j'ai apprises en amour qui étaient pas saines. Cette, appréhension, ces besoins que j'avais construits parce que, bah, pour me rassurer, parce que dans l'instabilité, tu as besoin d'être rassuré. Sauf que là, tout va bien, tout est stable, tout est beau, tout va bien et tu dois arrêter de toujours anticiper le pire. Parce que là, on n'est plus dans le même schéma et c'est dur pour ton cerveau de conscientiser que c'est plus comme avant. Tu n'es déjà plus la même personne et ensuite tu es avec quelqu'un de bien, de sain, qui te veut ton bien et qui t'aime vraiment pour qui tu es et ça, Mmh. c'est unique. Tu le droit d'avoir encore mal et t'as pas besoin d'être parfaite, pour, être en relation, tu vois? Le truc avec la guérison et ce qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux, c'est qu'on vient beaucoup blâmer, tout le monde, en fait. On vient beaucoup blâmer, blâmer, blâmer et il faut être parfaite pour, trouver, se mettre en relation. Non, ça marche pas comme ça, en Je suis fait. d'accord, On est ouais. humain, on a tous, nos traumatismes. Alors bien sûr, moi je le dis, il faut se faire soigner et il faut se faire accompagner dans une certaine guérison parce qu'on a tous des traumas, bien qu'ils soient chez certains plus voyants, d'autres ils sont en silence, mais ils sont tout aussi gros. Il faut le faire, mais il faut pas attendre non plus de d'avoir tout réglé avec soi pour se dire: «Ah bah, je suis légitime d'être en couple, je suis légitime d'avoir quelqu'un dans ma vie». Non, c'est pas grave et puis il y a une personne qui t'accepte tel que tu es avec, tes blessures, avec toutes tes failles et qui se dit: «C'est OK». Tu vois? Donc c'est ça Ouais. aussi le plus beau et je pense que tu vois, tu as 23 ans et ces choses-là te sont arrivées il y a pas si longtemps et qu'aujourd'hui tu voilà, tu as réussi aussi à accueillir quelqu'un de sain dans ta vie et je pense que ça, c'est une des plus grandes victoires pour quelqu'un qui a été dans dans l'anxiété, dans la dépendance, dans des choses où je veux être choisie et puis je donne trop. Là, tu as accueilli quelqu'un qui te choisit et c'est tellement dur, on n'en parle pas assez, mais c'est tellement dur quand tu as passé ta vie à devoir prouver que tu es une femme extraordinaire, que tu as un bon fond, que tu es géniale, que tu peux waouh, tu vois, tu es une femme, grandiose et tu as prouvé et là, en fait, bah, tu as besoin de rien faire et la personne te trouve déjà extraordinaire. Tu vas dire: «Mais attends, c'est platonique là, c'est plat, c'est non, c'est pourquoi déjà? Non, laisse-moi prouver». Donc il y a tout ce truc où tu dois sortir de cette, tu vois, de cette performance de j'aime bien, je vois comme une danseuse là en mode qui doit performer quelque chose et qui doit se dire: «Non mais en fait je suis acceptée telle que je suis là maintenant» et tu pas besoin d'être parfaite et ça Ouais, c'est dur, hein, parfois, de comprendre qu'il y a quelqu'un qui nous accepte dans nos failles, dans notre vulnérabilité. ouais, complètement et je partage ta vision sur il faut pas forcément être parfait pour se mettre dans une relation avec quelqu'un parce que je pense qu'on n'est jamais parfait, honnêtement, enfin, je vois pas, dès quelqu'un d'extrêmement sain, comment c'est possible. Après, je respecte si les gens se trouvent sains, c'est super, mais moi, oui. Moi, je ne trouve pas, en tout cas et je pense qu'on peut aussi apprendre avec quelqu'un de bien. On peut apprendre à aimer, sainement avec quelqu'un de bien. Je Mmh. pense que c'est possible et même si c'est quelqu'un de très sain, là, je parle pas forcément de mon partenaire, mais de manière générale, ils ont tous forcément des failles. On a tous des failles et c'est OK et l'essentiel, c'est de l'accueillir et de le gérer ensemble, à 2 sans, faire à sa place. Ça, c'est important aussi. Il faut accompagner si la personne le veut bien, on peut pas faire à la place de l'autre. Mmh. Mais faut aussi accepter qu'on n'est pas tous parfaits et c'est pas parce que notre partenaire, nous semble extrêmement sain et que tout va bien, bah, qu'effectivement de son côté, il y a aucune faille. Donc et comme tu dis, prouver et c'est pas toujours, quelque chose qu'il faut faire. Enfin, je pense qu'il faudrait même pas le faire en fait, prouver à quelqu'un, qu'on mérite d'être aimé, non, on doit être aimé comme on est et j'ai gardé, ces séquelles un petit peu, je dois bien l'admettre. Je dois bien admettre que, j'ai toujours ce besoin de prouver que je suis quelqu'un de bien et que je mérite d'être dans sa vie parce que je suis avec quelqu'un de sain et la seule chose que je crains aujourd'hui, c'est de la perdre, cette personne saine. Parce que tu dis: «Mais attends, il m'a choisi mais je suis toxique». Donc je comprends pas, tu vois? Je l'ai dit la dernière fois, tu n'es pas toxique, hein, mon Dieu, J'ai le message encore. mon Dieu. Non, tu es vraiment tu saine et en vrai, on a tous des traits toxiques et il faut que tu comprennes que tu es humaine avant tout. Des peurs, tu as le droit d'en avoir, compte tenu de ta situation du passé, de ce que tu as vécu. Il y aura toujours ces petites séquelles, tu vois? Mais elles prendront de moins en moins de place. Plus tu les accueilles, plus tu les vois et plus tu en parles aussi. Le fait que Mmh. tu en parles, le fait que tu en aies déjà dans cette conscience et j'imagine que même dans ta relation actuelle, vous devez être un couple où vous devez davantage communiquer. Ouais. Il y a plus de communication. C'est déjà un gros step. Qu'est-ce que tu vois de différent justement dans cette relation-là par rapport à d'autres qui fait que c'est sain?
Bah, déjà, c'est quelqu'un d'émotionnellement, mature et ça, c'est très rare chez les hommes, déjà de manière générale. En contexte 125, j'ai trouvé le garçon sur Paris qui est sain, émotionnellement disponible. Ouais, voilà, c'est mort, hein, je vous préviens tout de suite. Émotionnellement mature, sain, disponible, prévenant. Ça, c'est tellement important, prévenant. Ah oui. Quelqu'un qui t'envoie un message juste pour te dire, bah, «Je vais arriver» ou «J'espère que tu vas bien», mais des messages spontanés, juste, de la bienveillance. Juste, tu sens qu'il est là. Il n'est pas forcément toujours physiquement présent parce qu'il est extrêmement pris par son travail et moi aussi, mais c'est cette impression que tu as pas toujours besoin de lui courir après. C'est le: «Je suis là, t'inquiète pas, tout va bien». Je peux l'appeler à n'importe quel moment, il décrochera. Bon, bien sûr, il bosse, il a un truc urgentissime, bah, pas forcément, mais globalement, c'est quelqu'un qui n'est pas beaucoup dispo, mais qui saura se rendre dispo pour moi. Et ça, on l'a jamais fait pour moi dans ma vie, je dois bien être honnête. C'est toujours moi qui me pliais en 4 pour les autres. Et là, quelqu'un est capable de me donner au moins autant que je donnais à l'époque, en tout cas. Mmh. Et quelqu'un qui fait des surprises, qui pense à l'autre, en fait. C'est des choses peut-être anodines pour certains, mais j'aime bien un dessert, je vais arriver chez lui, il y aura le dessert, le fondant au chocolat. Le célèbre fondant au chocolat. Non, c'est penser à l'autre, c'est prendre soin de l'autre, c'est enfin voilà, c'est quelque chose en fait de simple, Ouais. naturellement simple et qui, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas réfléchi, en fait. Et c'est là toute la beauté de la relation, c'est qu'il y a aucun moment où la personne se sent obligée, contrainte de. Ils se sent pas obligés de m'envoyer un message, ils sont pas obligés de m'appeler. Au début, j'étais un peu comme ça, «Ah mais tu m'appelles ou tu m'écris pas beaucoup, tu sûr que ça va?» Tu sais, toujours dans la crainte parce que, bah, tu m'écris pas, tu m'appelles pas, c'est que donc tu penses pas à moi. Sauf que non, lui, son langage à lui, c'est pas celui-là, donc tu dois aussi t'adapter et apprendre à fonctionner autrement. Donc non, il m'apprend beaucoup de choses sur, lui, sur la façon de voir la vie, sur moi aussi. Ouh là, j'ai appris trop de choses sur moi aussi, c'est dingue! Donc non, non, beaucoup de choses ont changé et il m'a changé sur beaucoup de choses aussi et je lui dois beaucoup. C'est beau ce que tu racontes et je pense que ça va donner aussi, beaucoup d'espoir à toutes ces personnes qui se disent: «Bon putain, il faut que je fasse plus, il faut que je sois plus ci, plus ça et que je sois moins ça et moins ça pour avoir une relation saine». Là, tu es l'exemple qu'on a le droit d'être imparfaite, en fait et on a le droit de toujours avoir ces petites insécurités, ces petites peurs, ces petits pics de: «Bon, est-ce que tu es sûr que tu m'aimes là? Tu es sûr que tu vas Ah, la rester, question célèbre à 2 heures du matin: «Tu sais, tu rallumes la lumière. Excuse-moi, je voulais être sûre que tu m'aimais encore, je t'ai entendu respirer bizarrement. Ou tu t'es tourné, tu sais, t'as pas fait le bisou, t'as pas fait, le câlin cuillère, tu sûr que tu m'aimes encore?» Et là, il fait: «Ah non». Là, il est 2 heures du mat, tu sais, tu sens il est excédé là. «Ah non, ah pas ce soir, je te le Oh dis, je my peux god, pas». j'adore. Puis tu sais, ça me stresse encore plus, je fais: «Ah donc tu peux vraiment pas me le dire en plus?» «Non mais c'est pas ça, mais et puis tu commences à partir en spin dans ta tête. J'adore parce que putain, on est vraiment toutes pareilles là-dessus. Ouais, non, là-dessus, il faut bien l'admettre, mais si on doit donner encore un peu plus d'espoir à ces personnes, le contexte où je l'ai rencontré, j'étais pas triste, mais j'étais dans une période un peu down aussi. Je venais de rompre avec quelqu'un, c'était très dur, je faisais encore des trucs un peu droite à gauche en relation, ça a toujours été très instable, avant de le rencontrer. J'ai eu ma période pendant 2-3 ans, c'était très instable en amour et donc là, bah, j'étais bien fracassée par l'amour là, vraiment là, on était arrivé à un moment où j'en pouvais plus. Et j'étais sur la fin de ma prise de médicaments d'anxiolytiques, antidépresseurs, parce que j'étais plongée dans une grosse dépression pendant 1 an et demi. Donc il m'a rencontrée déjà dans ce cadre-là. Mmh. Et j'étais pas apprêtée, j'étais pas pimpée de ouf, j'étais au boulot à 6 heures du matin. J'avais un peu la tête en biais, quoi. Et bah, pourtant il m'a vue un jour en bossant en radio et il est descendu un jour en radio, à 9 heures du matin, j'étais pas apprêtée, chignon en biais, enfin vraiment moche à souhait, quoi. Ouais, non, non. Puis apparemment, j'étais jolie ce jour-là, je me rappelle pas. Je ne pense pas, je ne vois pas, mais en tout cas, il m'a trouvée jolie dans ma façon d'être et j'ai été drôle apparemment, voilà. J'avais Ouais. pas besoin d'être différente, j'étais juste moi et c'est ce qui lui a plu et c'est la plus belle leçon que j'ai retenue, c'est qu'en fait, le jour où j'ai pas cherché à plaire à quelqu'un, je lui ai plu naturellement en étant moi-même et donc j'avais pas besoin de prouver et ça, c'était vraiment hyper gratifiant. C'est magnifique. C'est magnifique de t'entendre dire ça et mais en fait, il est arrivé dans un chaos, tu vois, dans ta vie, mais je pense que c'était ce que tu avais besoin de montrer, pour tu vois, te sentir pleinement toi aussi, te dire: «Bah, ça, c'est aussi, OK, tu vas rencontrer la belle partie de moi, tiens, rencontre d'abord celle-ci. Tu vas rencontre d'abord cette facette de moi, ça, c'est moi aussi. T'es prêt?» Ouais, OK. ouais, j'avoue que ça, je l'ai eu au début un peu. «Ouais, tu me trouves comme ci, comme ça, mais tu sais qu'il y a aussi ça qui va pas, hein». Il me fait: «Oui, mais on a tous des problèmes, hein». J'arrive, je fais: «Oui, c'est vrai». Voilà, la seule réponse à tout et c'est carrément la personne a la réponse à tout. C'est quand même magique là-dessus, tu peux rien lui répondre, tu fais: «Oui, c'est vrai, je d'accord, bon».
Bah, donc il m'a pris comme j'étais et c'était la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie, c'est celle-là, franchement. Mmh. Magnifique. Est-ce que tu pourrais me dire à quel moment, justement, dans ces années un peu de haut et de bas où tu as été papillonnée gni 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 gna comme ça, à quel moment tu as senti que tu étais en train de te relever? À quel moment tu as senti que ça y est, tu commençais à respirer de nouveau, que tu sentais que ça allait un peu mieux? À quel moment je me suis sentie un peu revivre? Je dirais sur l'été 2024, donc l'année dernière. J'étais toujours sous antidépresseurs anxiolytiques, mais c'est un des plus beaux étés que j'ai eu, où j'ai été entourée de mes amis, je me suis autorisée à être moi-même, à voir, beaucoup de monde et ça, j'avoue que je me suis retrouvée en étant entourée. Ça, c'était important parce que pendant longtemps, j'étais dans l'introspection, dans le besoin d'être seule avec soi, mais là, j'avais besoin d'être avec les autres, au contact des autres et là, je me suis sentie mieux et bah, c'est au moment où j'ai commencé à m'accepter vraiment comme j'étais, même si aujourd'hui, on peut pas dire qu'on aime tout ce qu'on est chez soi. Enfin, Non, franchement, je n'aime pas peu de tout. personnes peut tout aimer chez lui. Après bon, après ça existe, hein, mais Peut-être, peut-être, mais je ne fais pas partie de ces gens. Donc je dirais plus, à cette période-là, et puis quand j'ai commencé à, bah, du coup, sortir avec mon compagnon, plutôt vers mars-avril 2025. OK. Voilà. OK, OK. C'est à ce moment-là que tu as commencé à revivre un petit peu, tu Ouais, as senti que ça tu soufflais. ouais, 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 là, à ce moment-là, c'était vraiment bah, on va dire que j'ai eu la période compliquée quand même de décembre 2024, fin d'année un peu compliquée au boulot, c'était pas fou à ce moment-là et lui, c'était ma petite lumière, franchement, dans ce tumulte un petit peu. C'était la personne dont j'avais besoin à ce moment-là aussi et bah, après j'avais des amis et puis j'ai eu des amis qui sont surtout restés pendant les périodes où ça allait, d'autres moins et surtout je me suis entourée de bonnes personnes, de Mmh. manière générale, pas que en amour mais en amitié et L'entourage est tellement important dans un processus de reconstruction, que ce soit, une dépression, mais aussi, je sais pas, tu lances un projet entrepreneurial, peu importe, l'entourage, il est tellement important. Tu te rends compte même que c'est ta base solide, pour tenir sur du long terme. Donc, super important, ouais. Mmh mh. bah, surtout que je me suis rendu compte que j'ai attiré à moi les bonnes personnes parce que je commençais à travailler sur moi. Au moment où je travaillais pas sur moi et j'étais moi-même, Redis-le encore une fois pour qu'on entende bien et qu'on l'imprègne. on entend tous. Voilà. Non, bah, en fait, on attire à soi ce qu'on vibre, à mon sens, dans la mesure où vous êtes quelqu'un de positif, vous pensez positif, vous vous aimez, vous attirez des gens naturellement qui sont dans cette énergie. Parce que le reste, bien sûr, quand on est lumineux, on est quelqu'un de bienveillant, aimant, on va attirer à soi, enfin, on va briller beaucoup, donc les gens vont vers la lumière, ce qui est normal. Donc les gens sombres qui sont tristes, qui ont besoin d'être, aimés et rassurés vont vers ces gens. Mais comme ça va pas coller avec votre énergie à ce moment-là, vous allez faire en sorte que ces gens ne pénètrent pas votre vie. Donc en vérité, on s'entoure de bonnes personnes lorsqu'on est soi-même bien avec soi, qu'on s'aime et qu'on se respecte et qu'on se choisit. Complètement. C'était très, très bien résumé et c'est vrai, en fait, il y a ce truc de quand tu vibres une certaine énergie, c'est aussi des niveaux de conscience, c'est que tu vas reconnaître les gens, tu vois? Tu vas te dire: «OK, je sens que cette personne-là, il y a une facette de moi qui vibre avec elle, mais je sens que c'était pas la facette d'aujourd'hui. Je sens que non, je suis plus alignée avec cette personne» et en fait, c'est parce que tu as certainement changer de fréquence et ça se sent vraiment que quand moi j'ai des amis d'enfance et cetera, c'est pas qu'on n'est plus amis, c'est juste qu'à un moment donné, on change de fréquence, on n'est plus vraiment alignés et nos chemins, bah, prennent juste 2 chemins un peu séparés et puis d'autres où j'ai eu des coups de foudre aussi amicaux comme ça, où ça s'est fait comme ça, où j'étais à l'étranger et je rencontre une personne et un soir, j'ai l'impression d'avoir déballé toute ma vie, de m'être sentie super à l'aise parce que face à moi, j'avais une personne, c'est un peu le miroir de toi à chaque fois, tu vois? Donc c'est assez, incroyable et de même, je te rejoins. Moi, j'étais pas super bien entourée non plus, justement pendant la période de, bah, tu vois, de la fiesta, de tous ces trucs-là, de la techno et tout ça. J'étais entourée, mais pas super bien entourée et je ne savais plus qui était bien et surtout que moi aussi, j'étais dans un truc de, je voulais qu'on me choisisse, je voulais qu'on me voie donc j'ét un peu populaire donc j'étais voilà, j'aimais bien ça. Sauf que ça m'a joué des tours évidemment Mmh. à me rapporter aussi beaucoup de gens qui m'utilisaient et qui m'utilisaient tout court et quand j'ai réellement fait un tri, réellement, je me suis dit: «OK, là, je peux plus». J'étais au j'en pouvais plus. J'ai évincé tout le monde de ma vie parce que je ne savais plus qui était bon et qui ne l'était pas pour moi. J'avais vraiment besoin de faire un tri et en fait, je pense qu'à partir du moment où j'ai vraiment travaillé sur moi, que je suis allée voir en profondeur, bah, les relations se sont alignées, mais tellement naturellement que je me suis dit: «OK, ces 5 personnes-là, là, c'est bon, je suis sûre» et puis ensuite, ce qui m'avait vraiment choquée aussi, c'est que les premiers mois après ma thérapie ou quoi, quand j'ai vraiment
senti le changement en moi, j'ai vraiment rencontré des gens comme moi. Et moi, j'avais jamais rencontré des gens comme moi. Je veux dire, hypersensibles, qui parlent de leur trauma, qui avaient un vécu violent comme le mien, qui avaient, traversé les choses et qui avaient renié derrière. Ils étaient déjà bien plus loin que moi et je me suis dit: «Mais en fait, c'est possible». C'est à ce moment-là que je me suis dit: «J'ai rencontré des gens qui sont encore plus loin que moi, je ne le suis actuellement» et ça m'a donné envie, tu vois, de me dire: «Mais en fait, moi aussi, je peux me transformer, moi aussi, je peux tout atteindre» et ça m'a fait, dépasser tous mes plafonds de verre à ce moment-là, tu vois? Donc l'entourage finalement, c'est waouh! Entourez-vous de gens qui vous inspirent ou qui reflètent quelque chose en vous, où vous vous dites: «Putain, c'est ça que j'ai envie d'incarner», tu vois? Dans mon cas, c'était plus des gens, qui me comprennent, ou en ce qu'ils me ressemblent. Mmh. Parce qu'en vérité, j'avoue que je préfère ne pas être avec quelqu'un, qui est vraiment comme moi dans le sens hyper anxieux, hyper, sensible, hyper actif. J'ai besoin de quelqu'un qui soit capable de me ramener sur terre Moi aussi. aussi, j'ai pas forcément de gens comme moi Ah sur ouais, terre, mais OK. des gens qui avaient traversé le chaos pour renaître, en fait. Ouais, Je parlais surtout de OK, ça. oui, oui, le process, oui, pour comprendre, en fait, ce que tu as vécu, il faut l'avoir plus ou moins traversé, ouais. Donc dans ce sens, je partage un petit peu, ouais. Donc toi, c'est un peu plus aussi ce truc de j tu besoin d'être comprise avec des gens aussi qui te ramènent un peu sur terre. Moi aussi, j'ai besoin de gens qui me ramènent un peu sur terre. Oui, oui, oui. Non, mais oui, surtout quand tu réfléchis, tu cogites trop, tu as besoin de gens qui sont très terre à terre et qui te ramènent sur des choses rationnelles et beaucoup moins, dans l'émotionnel, beaucoup moins dans ta tête et ça, c'est un combat de tous les jours. Ça, cumulé quand tu es une femme, au secours. Ouais, c'est clair. Non, je suis d'accord. Moi, je suis très comme ça aussi et parfois, je suis beaucoup trop dans l'émotionnel, je le sais, mais après c'est voilà, c'est une partie de moi et en même temps, c'est derrière, je me dis, j'apprends des choses de ouf et c'est ce qui me permet de créer mes contenus derrière sur les réseaux sociaux. Quand je vais dans les deep, j'apprends toujours quelque chose d'incroyable que je viens écrire dans mon journal et derrière, je viens le partager, dans un post ou quoi parce que j'aurais transcendé quelque chose intérieurement donc aujourd'hui, j'en ai fait une force, quoi, tu vois? C'est ça que je veux dire, c'est que, OK, parfois ça me joue des tours et ça peut très vite m'isoler, ça peut très vite me mettre dans des trucs de je suis seule à vivre ça et il y a personne qui me comprend et tout ça et tout ça. Sauf que, bah, une fois que je libère un peu la parole et que j'en parle sur les réseaux sociaux, bah, en fait, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui vivent ce que je vis et je me sens moins seule et en même temps je me dis: «Mais, waouh, tu viens de transmuter ça en force, tu te rends compte?» ou donc Mmh. c'est aussi un peu le goal de ça. Toute cette période et je veux dire toutes les ruptures que tu as vécues, qu'est-ce que tu aimerais dire à une femme qui nous écoute et qui traverse le même chaos émotionnel après une rupture? Elle est forte cette question. Hem, je dirais que d'une part, tu n'es pas seule, que tu n'es pas mal aimée, tu es peut-être aimée juste par les mauvaises personnes aussi. Que tu mérites le meilleur et il faut que tu en sois convaincue pour attirer le meilleur à toi. Il faut que tu t'autorises à ressentir pleinement ce qui se passe dans ton corps, que tu ne te blâmes pas pour ce que tu ressens et que tu l'acceptes parce que s'accepter, c'est, je pense, une des parties les plus difficiles, à réaliser avec soi-même. Donc accepte-toi, autorise-toi à ressentir, à te recentrer, et sois convaincu d'une chose, c'est que tu mérites le meilleur et que, le meilleur arrivera à toi lorsque tu seras prête à l'accueillir. Parce qu'on n'est pas toujours prêt et à mon sens, chercher, n'apporte jamais quelqu'un vraiment de bien sur ton chemin. Le «je cherche l'amour», ça existe, hein, de trouver quand tu cherches. À mon sens, chercher, en général, c'est on tombe pas sur la bonne personne parce que par précipitation, on veut quelqu'un dans notre vie absolument rapidement, combler ce vide émotionnel, combler ce désamour qu'on a pour soi ou l'amour qu'on a besoin de donner parce qu'on a trop plein à donner, on a besoin absolument de quelqu'un pour ça. Mais, en vérité, donne-toi cet amour à toi-même d'abord avant de le donner à quelqu'un et sois convaincu que tu es une belle personne et que tu trouveras la bonne personne pour toi qui sera compatible véritablement au moment où tu seras convaincu toi-même que tu mérites ça. La parole de la sagesse. On va vraiment genre cette outro là, cette dernière réponse, elle résume tellement ton cœur et ce que toi tu vibres actuellement. C'était wouah! Je me suis pris une claque. Oh non, non, mais vraiment sérieux. Enregistrez juste les 2 dernières minutes comme ça et vous allez le réécouter pendant vos moments où vous douterez de vous parce que là franchement, elle vient de vous donner des clés essentielles et une vibration dans ses paroles qui sont dingues. Donc merci Alissa, c'était Bah, c'est trop gentil. Elle est très inspirante, Morgane aussi, il faut dire. Quand on est dans cette vibe, dans cette aura, parce qu'elle faisait le en mode depuis tout à l'heure, mais on n'a pas fait de Morgane. On va en profiter une petite minute, c'est ah, c'est toi maintenant qui pose la question, c'est ça? non. Bah, alors oui, bah, déjà, toi nous donner tes conseils sur, comment, traverser finalement une rupture et comment effectivement se relever et être capable de ressentir,
bah, effectivement ce vide-là et comment l'accepter, quoi? Mmh, hem, en fait, dans une rupture, on traverse donc il y a le mot deuil dedans aussi, hein. On traverse un deuil et il faut respecter chaque phase et il faut pas croire qu'on peut rusher une phase. C'est pas ton mental qui va décider de dire: «OK, demain, je vais tourner la page et je vais me remettre avec quelqu'un». Il y a une phase, enfin, les premières phases sont hyper importantes parce que c'est les phases qui sont descendantes où tu vas ressentir dans ta chair et à vif, tout plein de choses qui seront très désagréables et où tu vas avoir l'impression que ton monde s'écroule, que tout s'arrête et que tu vas rien faire et c'est vrai et il faut se laisser ressentir là-dedans parce qu'elles sont nécessaires pour que tu puisses remonter. Parce qu'à chaque descente, après, il y a toujours une remontée. Tu ne les vois pas encore, tu es dans un flou total et pour moi, la rupture, elle m'a apprise aussi, à lâcher prise, à ne plus rien contrôler, à me dire que ça prendra le temps que ça prendra, parce qu'il y a des phases et parce que le corps, il a besoin de guérir. Et c'est pour tout en réalité. Là, on parle d'une rupture, mais c'est pour tout de manière générale. On a besoin de temps. Et le temps, je vais pas dire qu'il répare les choses, mais si toi, tu te donnes les moyens de, avec les actions qui mènent à, oui, ça guérit. Oui, bien sûr que tu vas te remettre de cette rupture ou de cette relation, de cet homme et bien sûr que ton cœur se réouvrira et si c'est pas le moment, c'est pas le moment et si tu sens que même 2 ans après, tu repenses encore à ton ex ou que ç ça peut arriver. En réalité, c'est pas la personne qui te manque, c'est juste, tu vois, une sensation, c'est peut-être un besoin qui parle à travers ça et il y a pas de retour en arrière. Je veux dire, c'est ça m'est déjà arrivé et c'est grave, OK. Mais, moi, mes conseils là-dessus, c'est absolument surtout quand on sort de dépendance affective, d'anxiété, vis-à-vis de l'amour, de se recentrer sur soi, de se retrouver, de se choisir soi, même si ça fait chier, même si ça fait mal, même si c'est dur cette solitude. C'est là-dedans qu'on renaît, c'est là-dedans qu'on se connaît et c'est là-dedans qu'on transforme tout. Et il y a que de cette manière-là qu'on peut derrière accueillir une relation saine. Voilà. C'était les mots de la sagesse également. On est face à quelqu'un d'extrêmement mature et qui a un recul sur la vie qui est extrêmement dingue. Tu Que 23 ans, hein, il faut rappeler aux auditeurs que tu as 23 ans. C'est incroyable tout ce que tu viens de nous sortir sur ce podcast parce que vraiment, je pense que, tu vois, c'est quelque chose moi, j'avais pas conscience de tout ce que tu es en train de raconter à ton âge, quoi. C'est dingue. Moi, j'étais: «Ah moi, 23 ans, j'étais où?» je crois que je vivais déjà en Italie avec mon ex donc et c'était bon, ça commençait à devenir un peu compliqué. Ouais. Mais là-dessus, pour le coup, je rebondis sur un dernier truc. Il y a pas d'âge, hein, pour traverser des choses plus ou moins compliquées. Il y a pas d'âge pour se choisir, il y a pas d'âge pour se retrouver. C'est pas un mal que, de découvrir des choses sur soi, peut-être tard par rapport à d'autres. Franchement, le timing, ça existe pas, en Non, fait. c'est vrai. Franchement, le timing n'existe pas. Elle a peut-être 28 ans et moi 23, mais qui nous dit pas qu'elle, elle va avoir une ascension beaucoup plus rapide que moi je n'ai eu? Nos vies, nos destins sont différents. Elle fait des choses, elle apporte beaucoup à d'autres gens. Moi, je le fais pas, aujourd'hui et elle apporte en fait, elle a réussi à transcender sa douleur et ça, c'est un vrai pouvoir ça, pour le coup. Ça, voilà, c'était les mots sympas. Elle transcende, on a dit, la douleur en quelque chose de positif en vous accompagnant et ça, vraiment, je respecte et c'est pourquoi je voulais être là sur ce podcast-là, celui-là précisément, pour aussi contribuer à ce système. Vraiment merci d'avoir accepté cette invitation et il est clair que je n'aurais jamais imaginé faire, tout ça. Comme quoi, bah, la vie peut réserver de grandes surprises et effectivement chacun et chacune ont leur timing. Mais c'est juste que encore aujourd'hui, je me trouve impressionnée quand j'entends, des personnes en début de vingtaine prendre conscience et faire un travail, tu vois, de profond sur eux-mêmes parce que en général, c'est plus à l'approche de la trentaine qu'on voit ça et je suis tellement heureuse de voir que on est de plus en plus à être sensibilisés sur notre santé mentale, sur, l'impact que ça peut avoir dans notre vie, dans nos relations, dans notre, job aussi, tu vois? Et donc merci encore une fois parce que toi aussi ta voix va porter dans le cœur de d'autres personnes qui vivent exactement ce que toi, tu as vécu et je te remercie encore d'être venu aujourd'hui pour, raconter ton histoire à voix haute sur un podcast qui me tient à cœur et qui, est, on va dire, un projet, qui est juste dingue et qui me porte tous les jours. Donc merci encore à toi, Alissa. Merci à toi. Merci à vous toutes et à vous tous qui nous avez écoutés, qui nous avez regardés aussi sur YouTube. Si l'épisode vous a plu, comme d'habitude, laissez une petite note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur le podcast. En attendant, prenez soin de vous et surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à nous contacter si vous avez des questions ou des petits retours, de témoignages également. Merci beaucoup, je vous souhaite une belle fin de journée. À très vite. Ciao!